Qu'est-ce qui est si grave, au fond, à être ponctuel, ordonné, fiable, ambitieux et à vouloir faire ses preuves? Ces vertus ne sont pas exclusives aux Allemands, d'autres pays les possèdent également, mais ce sont justement ces vertus typiquement allemandes. Ce n'est pas mauvais, c'est même positif, et c'est justement aussi quelque chose qui donne de la clarté, qui donne de l'orientation et aussi de la perspicacité. Je peux m'y orienter, mais pour cela, je dois aussi le connaître, le vivre et l'apprécier. Professeur Moring, pourriez-vous m'expliquer quelque chose? Pourquoi sommes-nous en Allemagne si incroyablement doués pour rabaisser les personnes courageuses et les idées révolutionnaires? Elon Musk, fasciste. Donald Trump, nazi. Bitcoin, arnaque. Intelligence artificielle, battage inutile. Oui, parce qu'on nous le répète tout le temps. C'est une tradition qui existe depuis très longtemps en Allemagne, et c'est en quelque sorte le pouvoir d'opinion de ceux qui fabriquent les opinions. Cela va des partis politiques, des organisations non gouvernementales jusqu'aux médias, et peu importe où l'on regarde, on voit constamment d'où cela vient. Cela signifie que l'opinion publiée va clairement dans la direction de dire que tout cela est très difficile et dangereux. Je reviendrai sur ce point sous peu. L'autre aspect est la tradition. Nous connaissons cela depuis Bismarck et l'Empire allemand. Il y a ce marché, l'État s'occupe de toi et en échange, tu dois te taire. C'était comme ça sous l'Empire allemand. Ensuite, pendant la République de Weimar, on a entendu dire que le calme était le premier devoir du citoyen. Après, on disait, tu n'es rien, ton peuple est tout, alors intègre-toi sans faire de vagues. Konrad Adenauer a fait campagne et a gagné avec le slogan « Pas d'expérience, alors mieux vaut ne rien changer ». En République démocratique allemande, c'était pareil. Même Angela Merkel a fait exactement la même chose. Tout couvrir et surtout ne pas discuter dès qu'il y a quelque chose de nouveau. En Allemagne, le bien provient toujours de l'État. L'État, ce sont les partis qui nous racontent ça. Les organisations non gouvernementales nous racontent la même chose. Maintenant, on sait aussi qu'elles ne sont pas si non gouvernementales que ça, mais qu'elles sont aussi financées par l'État. Et les médias, les chaînes publiques dépendent aussi du financement de l'État. Et ce qui est intéressant dans les exemples que vous venez de citer, c'est que ce sont justement des exemples que l'État ne contrôle pas. Donald Trump agit à sa guise, ignorant les règles. La mission d'Elon Musk est de réduire le rôle de l'État. Le Bitcoin n'est pas une monnaie nationale, mais fonctionne pratiquement sans contrôle d'aucune institution étatique. Et l'intelligence artificielle est aussi quelque part suspecte parce qu'elle est autonome, elle apprend toute seule et on ne peut pas non plus la contrôler. Et bien sûr, c'est dangereux et c'est pour cela qu'on nous le répète tout le temps. C'est vraiment passionnant, le raisonnement que vous venez d'exposer. Selon vous, professeur Moring, l'Allemagne est-elle en train de s'autodétruire comme beaucoup le pensent actuellement? Je partage cette inquiétude, disons à moitié. Ce slogan, l'Allemagne s'autodétruit, provient du livre de Thilo Sarrazin. Il a récemment dit dans une interview que lorsqu'il a écrit cela, il n'aurait jamais pensé que 10 ans plus tard, la situation serait encore bien pire qu'il ne l'imaginait. Une partie de l'Allemagne s'autodétruit, une autre partie en Allemagne ou de l'Allemagne, j'ai l'impression, est en train de se redécouvrir. La partie qui veut abolir l'Allemagne, c'est celle qui le fait plus ou moins depuis 40 ou 50 ans, donc les 68 arts, et les conséquences de cela, pour qui tout ce qui est d'une manière ou d'une autre national, culturel, traditionnel, etc., a toujours été mauvais et l'est encore aujourd'hui. C'est pourquoi il faut abolir l'Allemagne. C'est donc un agenda politique. Et nous constatons actuellement qu'il existe un mouvement de contre-réaction très fort et qui devient de plus en plus fort. Donc un retour ou une redécouverte de quelque chose comme une identité culturelle, voire même une identité nationale qui s'est développée et où de plus en plus de gens disent non, je ne veux pas du tout l'abolir parce que cela me donne une orientation et aussi un soutien. D'un côté, certains souhaitent abolir l'Allemagne, tandis que d'autres veulent absolument la maintenir. En ce sens, le combat n'est donc pas encore décidé. En Allemagne, nous discutons beaucoup de l'attraction et de l'intégration des travailleurs qualifiés, mais en même temps, nous recrutons des chauffeurs de bus du Kenya. Est-ce vraiment le grand plan pour l'Allemagne? Oui, c'est vraiment l'exemple parfait. J'ai eu récemment une conversation où il y avait un homme politique des Verts et il a dit « Bon, nous avons une grande pénurie de conducteurs de bus et maintenant nous essayons d'en faire
venir du Kenya, mais en fait, nous n'en avons même pas vraiment besoin, parce que nous savons que dans 5 ans, les bus rouleront de façon autonome et que c'est en fait relativement inutile. Et j'ai trouvé cela très révélateur que ce soit fait alors qu'on sait en fait que cela n'aura pas d'effet ou de succès à long terme, ni durable. Mais c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'idéologie derrière tout ça. À quoi pourrait ressembler une innovation technologique au lieu des 250 000 chauffeurs de bus que l'on prévoit de faire venir en Allemagne? Donc une innovation technologique, nous la connaissons déjà, c'est justement la conduite autonome, mais il faut aussi l'aborder et la tester à grande échelle. Dans certaines villes comme Hambourg, cela existe déjà. Là-bas, ça s'appelle MOJA, il y a encore des superviseurs dans les véhicules, pour ainsi dire. Et c'est ce que nous avons avec l'intelligence artificielle dans de nombreux domaines différents. Mais là, on revient à ce dont nous parlions tout à l'heure. Eh bien, en Allemagne, la nouvelle technologie est toujours un peu suspecte. Même si ça fonctionne déjà depuis longtemps, on préfère encore miser sur l'ancien éprouvé, même si ça n'apporte plus rien et que c'est déjà dépassé depuis longtemps. Conduite autonome. Quand est-ce que ce sera prêt? Si on regarde maintenant des pays technologiquement plus avancés, comme par exemple en Asie ou aux États-Unis, plutôt dans 3 à 5 ans ou dans 5 à 20 ans? Je dirais plutôt 3 à 5 ans, parce que ce n'est pas la technologie qui manque, mais au final, c'est une question de disponibilité des données et de savoir si Internet est assez puissant pour supporter et fournir toutes ces capacités de calcul. D'autres pays sont déjà beaucoup plus avancés. En Allemagne, nous n'avons même pas encore un réseau mobile stable. Selon le professeur Moring, l'intelligence artificielle va rendre des millions d'emplois obsolètes. Je me suis toujours interrogé sur la suite des événements. Souhaitons-nous réellement un pays avec un fort taux de chômage et un système social voué à l'échec? Alors, quelle est la vision si l'intelligence artificielle est largement utilisée partout? L'intelligence artificielle est là pour durer. Je me demande parfois, que dois-je apprendre aujourd'hui pour ne pas être dépassé demain? L'autre jour, je me suis dit, tu sais, comme les seniors devant les distributeurs, perdus. Oui, c'est une question très intéressante qui est aussi liée à ce nous venons de parler, la question de l'immigration de travailleurs qualifiés ou non qualifiés. Au final, c'est en quelque sorte un combat décisif entre la démographie et l'économie. En fait, on pourrait dire qu'à cause du changement démographique, nous avons de moins en moins de travailleurs qualifiés. Et c'est pourquoi c'est une chance que nous ayons l'intelligence artificielle qui peut prendre en charge ces emplois, parce que cela augmente la productivité. Et plus la productivité est élevée, plus les impôts et les cotisations sont élevés aussi, afin de maintenir le système social stable, si l'on ne faisait rien. Mais justement, nous faisons quelque chose et faisons venir massivement des personnes ici. Mais dans la grande majorité des cas, ces personnes ne sont pas qualifiées et formées, ou il est prévisible que leur qualification ne sera plus nécessaire dans quelques années, car elle sera remplacée par la technologie et l'intelligence artificielle. Ainsi, la pression se déplace de plus en plus vers les bas salaires. Cela signifie donc qu'avec l'intelligence artificielle, une sorte de lutte éclate dans le secteur précaire, car ceux qui n'ont pas de qualification doivent de plus en plus accepter des emplois peu rémunérés, où il n'est pas pertinent d'utiliser l'intelligence artificielle, car les humains y restent tout simplement moins chers et plus rapides. Et en ce sens, l'intelligence artificielle, combinée à l'immigration de personnes non qualifiées, va considérablement augmenter la tension et la pression dans les secteurs à bas salaire à l'avenir. Et cela est bien sûr dangereux pour l'État-providence, car dans les secteurs à bas salaire, il n'y a tout simplement pas assez d'impôts et de cotisations pour financer l'État social. C'est une direction dangereuse. J'étais récemment à Dubaï et là-bas, j'ai entendu la même chose de la part des gens. Auparavant, nous admirions grandement l'Allemagne. Aujourd'hui, au mieux, nous sommes étonnés. Est-ce que vous conduisez le pays délibérément dans le mur? Alors, si c'est intentionnel ou non, je ne sais pas. C'est en tout cas visible. Donc tout le monde peut voir que ça ne va pas marcher. Il manque le courage d'admettre qu'on est allé dans la mauvaise direction ces dernières années, qu'on a mené une mauvaise politique et qu'il faut maintenant corriger cela. Cependant, ce que nous constatons actuellement est tout l'opposé. Des centaines de milliards de dettes sont contractées justement pour ne rien faire, afin que tout continue comme avant, mais cela signifiera simplement que l'explosion à la fin sera encore plus grande.
Vous avez dit tout à l'heure que l'intelligence artificielle prendrait la plupart des emplois et que l'État deviendrait alors automatiquement plus productif. Que faire des chômeurs? Le revenu de base universel est-il vraiment la solution ultime? Donc si on parle de revenu de base inconditionnel ou de revenu universel, alors il faut le faire correctement. On omet souvent ou on ne dit même pas ce que signifie réellement le revenu de base inconditionnel. Cela signifie que chacun reçoit de la naissance à la mort un certain montant chaque mois. Mais c'est tout. Cela veut dire qu'avec un revenu de base inconditionnel, l'état de providence disparaît, il n'y a pas d'assurance retraite, il n'y a pas d'allocation citoyenne, et ainsi de suite, parce que tout le monde reçoit le revenu de base inconditionnel. Et ensuite, chacun doit lui-même voir comment il s'assure ou prépare sa retraite, et ainsi de suite. Ce dont on parle toujours, c'est du revenu de base inconditionnel en plus de l'État-providence. On conserve l'État-providence, et en plus, chacun reçoit de l'argent gratuitement. Évidemment, ça ne peut pas marcher. Un revenu de base inconditionnel tel qu'il est réellement conçu serait extrêmement libéral, basé sur la responsabilité individuelle de chacun, et il aiderait bien sûr dans le contexte de la disparition des emplois dus à l'intelligence artificielle. Mais comme nous sommes tellement attachés à notre État-providence en Allemagne ou même en Europe, je pense que ce n'est pas réalisable, du moins pour le moment. Quelle est votre prévision? Pour résumer en une formule courte, je dirais le système disparaît, l'Allemagne demeure. Le système sera dépassé un jour. Et ça aussi, je pense que nous le savons déjà intuitivement. Un système qui a aujourd'hui 80 ans ne peut plus être adapté à notre époque. Donc l'État et le système dans lequel nous vivons aujourd'hui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. 1945, 1948, pour la fondation de la République fédérale. Cela fait maintenant 80 ans et nous venons justement d'avoir une élection. Cela veut dire que cela continuera très probablement ainsi jusqu'en 2030. Et quelque chose qui a 80 ans ne peut plus être d'actualité. Et il existe ce vieux proverbe, je suis un ami des vieux proverbes, ils sont si anciens parce qu'ils sont vrais et qu'ils ont traversé les siècles. Et elle dit, la première génération construit, la deuxième génération sécurise, la troisième génération dilapide tout, et la quatrième génération doit tout recommencer à zéro. Et si on fait le calcul, une génération, c'est environ 25 à 30 ans. Eh bien, de 1945 à aujourd'hui, cela fait 80 ans. Donc cela veut dire que nous sommes maintenant en plein dans cette troisième génération, et c'est pourquoi le système ne peut tout simplement pas rester ainsi et n'est plus adapté à notre époque. Les deux premiers, Elon Musk et Donald Trump, semblent actuellement bouleverser complètement le système. Quel est le grand phénomène de ces deux personnes? Ils ne respectent pas les règles existantes. C'est justement ce dont nous venons de parler avec le système. Nous avons l'habitude que tout fonctionne selon certaines règles et que tout soit prévisible, et aucun des deux ne vient de la politique, mais plutôt du monde de l'entreprise et aussi de secteurs innovants. Et ils ont en fait l'habitude, en tout cas Elon Musk, de remettre les choses en question et de repousser les limites. Et ils ont certainement aussi fait l'expérience, pour Donald Trump, je ne sais pas, mais pour Elon Musk, que si tu fixes l'impensable comme objectif, tu peux quand même réussir. Nous allons maintenant sur Mars où nous avons des voitures autonomes, etc. Et la seule chose qui l'en empêche, ce sont en fait toutes ces règles et réglementations étatiques et ainsi de suite. Et bien sûr, d'un côté, c'est fascinant que quelqu'un ose vraiment aller jusqu'au bout, plus ou moins sans se soucier de son statut social. Et Trump, c'est pareil, il ne respecte pas les règles, mais il dit, j'ai un objectif et je le poursuis, et je ne me préoccupe pas des chemins tout tracés. C'est fascinant pour beaucoup, car nous ne sommes pas habitués à ce que quelqu'un fasse cela. La plupart d'entre nous n'oseraient jamais le faire. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que nous savons en fait que ce que nous avons eu ces 80 dernières années a justement besoin d'un changement et doit, en grande partie, être refait fondamentalement. Et quand quelqu'un prend le poste, c'est d'abord étrange, mais en fait, nous sommes plutôt contents que quelqu'un le fasse.
Il y a maintenant beaucoup de voix qui disent que les deux sont prédestinés à nous conduire vers la prochaine ère. Quel pourrait être le prochain âge ? Donc là où ils veulent nous mener dans la prochaine ère, c'est toujours difficile parce qu'ils proclament sans cesse quelque chose de nouveau, aujourd'hui ceci, demain cela. Je pense que c'est une ère de plus grande responsabilité individuelle et aussi de plus grands risques. Donc ce que font Trump et aussi Musk, c'est démanteler et supprimer des règles, des sécurités, des garanties et aussi retirer des privilèges à toutes sortes de groupes d'intérêt, peu importe qui. Il y a partout des milliers de groupes qui doivent être responsabilisés, aidés, soutenus et ainsi de suite. Dans de nombreux cas, c'est justifié, mais globalement, c'est beaucoup trop. Et je pense que ce sera ça, la nouvelle ère ou la nouvelle compréhension. Encore une fois, comme le dit le vieux proverbe, chacun est l'artisan de son propre bonheur. Mais pour cela, il faut aussi prendre des risques et ne pas toujours pouvoir ou devoir compter sur l'État, ni espérer que l'État ou la collectivité va l'aider d'une manière ou d'une autre. Il faut serrer les dents soi-même et voir comment on s'en sort. Je trouve Donald Trump très rafraîchissant. Un exemple classique de pensée latérale. Il a connu un grand succès dans les médias après une carrière d'entrepreneur très prospère. On remarque immédiatement qu'il a une personnalité et une stature complètement différentes, bouleversant les habitudes politiques classiques. Si ces habitudes avaient été efficaces durant les 80 à 100 dernières années, nous n'aurions pas connu le chaos récent. Donc le fait que quelqu'un aborde les choses avec une approche totalement nouvelle, je trouve ça vraiment passionnant. Et en ce moment, la gauche se mobilise, la droite se mobilise aussi, et il y a au moins des approches vraiment très intéressantes qui sont communiquées par lui. Ce seront en tout cas 4 années très passionnantes sous Donald Trump. En tout cas, il y a de nouveau beaucoup de mouvements là-dedans. Après les anesthésies que nous avons eues en Allemagne et que nous avons en fait toujours, c'est vraiment un briseur de système. Je crois qu'il y a eu un film qui s'appelait Briseur de système. Ce n'était pas à propos de politique, mais d'autre chose. Mais au final, c'est bien ça. Eh bien, le progrès ne se fait que par la friction et par le mouvement. Et c'est finalement aussi une idée fondamentale de la démocratie, que tout le monde ne reste pas simplement tranquille, mais qu'il y ait des opinions différentes et aussi différentes mobilisations afin que les choses restent en mouvement. C'est d'abord désagréable car on sort de notre zone de confort. Mais pour avancer, il faut sortir de notre zone de confort. Scholz et Merz ne vont certainement pas provoquer trop de friction dans les prochaines années. Voyez-vous, indépendamment du parti, quelqu'un dont vous diriez qu'il pourrait un jour être un peu le Trump allemand ? En politique, non, car en politique, la conformité n'est pas seulement la règle du moment, mais celle du succès. Peut-être qu'il y aura quelqu'un de l'extérieur qui arrivera un peu de nulle part pour venir tout bouleverser. Cela ne sera certainement pas aussi facile en Allemagne qu'aux États-Unis, car là-bas, la société médiatique est complètement différente. Mais en Argentine, par exemple, nous avons aussi vu que c'était un système énorme et figé depuis presque 100 ans. Et tout à coup, un certain Milei arrive, dit franchement ce qu'il pense dans les talk-shows, ne se laisse pas museler, et quelques années plus tard, il devient président. Donc ce n'est pas impossible, mais je ne vois pas de personnalité concrète pour l'instant. Ces dernières semaines, je me suis beaucoup préoccupé de l'intelligence artificielle et de la dictature numérique. J'ai récemment demandé à ChatGPT. Facebook enregistre maintenant près de 10 000 points de données par utilisateur. Amazon connaît nos achats. Google sait ce que nous pensons. Nous parlons souvent de confort, mais où se situe la frontière entre confort et dictature numérique ? C'est une question de terminologie. En réalité, c'est la même chose. Nous appelons cela du confort. Bien sûr, cela nous facilite la vie, mais évidemment, c'est une forme de dictature numérique. Il y a aussi des noms pour cela. On appelle ça le capitalisme de surveillance. Donc un capitalisme de surveillance, du fait que je dispose de tous ces points de données et donc d'une surveillance, je peux prédire ce que les gens vont faire, comment leurs besoins vont évoluer, à quel moment ils sont réceptifs. Et c'est aussi une forme de, je ne dirais pas dictature numérique, je l'appellerais plutôt un féodalisme numérique,
Une dictature, c'est quand on nous dit directement ce que nous devons faire. Le féodalisme signifie qu'il y a un seigneur, quelqu'un à qui tout appartient, la terre, et aujourd'hui, cette terre, ce sont nos données. Donc les ressources naturelles d'aujourd'hui, ce sont nos données et les informations. Et il y a un seigneur féodal ou plusieurs seigneurs féodaux qui contrôlent cette terre, ces ressources, et les utilisent à leur profit, et qui nous disent, pas directement, mais quand même très clairement, quelle est la direction à suivre et ce que nous devons faire. Si nous ne le faisons pas, on nous fait une nouvelle proposition, et si nous ne l'acceptons toujours pas, il pourrait se passer quelque chose, comme par exemple que notre note baisse ou autre chose du genre. Mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Donc je pense que le féodalisme est mieux que la dictature, mais au final, ça revient au même. Vous venez de dire, comme ça, en passant, que notre note va alors baisser. Quel pourrait être le pire scénario? Présentez-nous un peu ce monde. Eh bien, si j'ai des informations sur des personnes, même sur des individus, je peux alors les associer à certaines évaluations. Nous connaissons déjà cela avec les indicateurs de gestion d'entreprise. Alors, quelle est la valeur client que quelqu'un a? Donc, à quelle fréquence il commande ou à quel prix elle commande, à quelle fréquence quelqu'un clique sur une publicité, et ensuite il y a une conversion, c'est-à-dire que quelqu'un achète ou vend quelque chose, et c'est justement la suite logique. Nous sommes déjà depuis longtemps dans l'ère où chacun d'entre nous est associé à une valeur économique ou à une valeur potentielle, et au final, ce n'est qu'une question de données. Donc, je peux maintenant prendre les chiffres d'affaires et les marges pour évaluer une personne, mais je peux aussi, si j'ai des données provenant d'autres domaines, élargir ces évaluations. Donc, dans quelle mesure quelqu'un se comporte bien ou avantageusement, non seulement d'un point de vue purement économique, mais peut-être aussi d'un point de vue social, politique, ou en ce qui concerne son opinion, etc. Et ensuite, j'obtiens aussi un score qui en résulte. Et bien sûr, je peux ensuite relier cela à la question suivante. Quelle publicité cette personne va-t-elle voir dans le fil d'actualité des réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok? Quels contenus sont diffusés ou justement ne le sont pas? Qui a également accès à quel débit de transmission sur le réseau? Si je veux faire des virements, à quelle vitesse puis-je transférer de l'argent? Et si je reçois un virement, quel est le délai de traitement? Et j'obtiens mon argent un peu plus tôt ou tard, etc. On peut continuer comme ça plus ou moins à l'infini. Donc jusqu'à des assurances maladie ou d'autres assurances ou des contrats de location, et ainsi de suite. Donc il n'y a pratiquement pas de limite. Tout cela ressemble un peu à ce système de notation chinois. À quel point en sommes-nous éloignés en Allemagne? Ce système de notation directe n'existe pas en tant que tel, mais il est déjà relativement clair que ce soit au fisc, auprès des assurances maladie ou ailleurs, il y a certainement aussi certaines, disons, valeurs ou évaluations qui sont enregistrées, mais qui ne sont bien sûr pas communiquées publiquement. Mais il est évident que quelqu'un qui touche le revenu citoyen, qui a été souvent au chômage ou qui a souvent déménagé, ne sera pas considéré comme aussi digne de confiance, que ce soit par l'État ou par des entreprises, que quelqu'un qui occupe un emploi bien rémunéré depuis des années, qui gagne toujours son argent, qui est un bon client, qui paye toujours ses impôts correctement et qui se comporte en quelque sorte conformément aux attentes. Et ainsi, une certaine forme de société de classe numérique se crée, mais elle n'est bien sûr jamais abordée publiquement. Oui, sinon il y aurait des questions gênantes qui en découleraient. Vous avez raison, c'est intéressant. Durant le Covid, des opinions entières ont été supprimées d'Internet. Mark Zuckerberg a récemment admis que Facebook avait censuré certains contenus sous la pression des autorités. Vivons-nous déjà dans un monde où les algorithmes déterminent ce qui a le droit d'être vrai? Oui, ce sont les algorithmes qui le déterminent. Et tout comme dans l'exemple précédent, ce ne sont pas seulement les algorithmes, mais parfois aussi l'État
Tadon, lorsque Zuckerberg admet précisément que sous la pression publique, certaines choses n'ont tout simplement pas été diffusées ou ont été immédiatement bloquées, cela crée une alliance très dangereuse entre les grandes entreprises, donc pas des seigneurs féodaux dans l'espace numérique, et les institutions étatiques et les centres de pouvoir dans le monde réel. Et si maintenant ils s'entremêlent et concluent plus ou moins un pacte officieux en disant d'accord, je suis telle autorité ou peu importe qui, il ne faut pas diffuser ceci ou cela, ce n'est pas vraiment accepté par la majorité ou ce n'est pas souhaité, et nous avons maintenant le pouvoir de le minimiser, et ce, dans une sorte d'obéissance anticipée, plus ou moins. Ou parce que nous pensons que d'une certaine manière, ou parce que l'entreprise pense qu'il serait temps ou que ce serait opportun de le faire, alors c'est évidemment extrêmement dangereux. Et il y a aussi un vieux dicton qui dit « est vrai ce qui est perçu comme vrai ». Ce que nous percevons, nous le prenons pour la vérité, et ce qui n'est pas perçu, donc ce qui est supprimé, ce qui est écarté, eh bien ce n'est plus la vérité, mais c'est alors une théorie du complot, une opinion étrange, quelque chose de farfelu, ou peu importe comment on l'appelle. Et ce danger ne menace pas seulement quelque part dans le futur, mais eh bien, le coronavirus appartient déjà au passé. Vous venez de parler de l'entrelacement entre les seigneurs féodaux et les gouvernements. C'est en quelque sorte une dictature numérique. Ce serait l'Eldorado pour les gouvernements. Oui, donc jusqu'où cela va, c'est toujours la question. Mais si ce pacte ou cette alliance est vraiment vécu, alors c'est très puissant et c'est bien sûr un véritable pays de cocagne, voire paradisiaque. C'est exactement l'inverse de ce dont nous discutions précédemment concernant la situation aux États-Unis. Là-bas, on dit qu'il s'agit maintenant de censure ou de suppression de certaines opinions, etc. Tout est maintenant permis, on ne veut plus de ces restrictions. John David Vance, lors de son discours à Munich, l'a justement dit, oui, donc une liberté d'expression absolue. Ici, il n'y a absolument aucun filtre, aucune censure, et ainsi de suite, alors qu'en Europe, la situation est différente. Alors oui, cela est également dit très ouvertement, que ce soit par la Commission européenne ou par des politiciens en Allemagne qui disent non, non, mais maintenant nous devons réguler Twitter ici et les autres grandes entreprises doivent aussi être régulées car cela représente un danger pour la démocratie. Donc je serais déjà très sceptique à ce sujet. Ce n'est pas un danger pour la démocratie si tout le monde peut exprimer son opinion. Et ce n'est pas non plus un danger pour la démocratie si les plateformes sont ouvertes, mais il y a un danger pour la démocratie lorsqu'il y a de plus en plus de régulation. Donc, si la collaboration entre les directives et lois de l'État et l'exécution par les grands groupes numériques va dans une seule direction, si cela fonctionne l'un contre l'autre ou de manière totalement indépendante, alors la liberté d'expression et la démocratie sont respectées et fonctionnent. Mais dès que cela va dans la même direction, nous devrions être très vigilants. Diriez-vous que les mesures prises pendant la période du corona ont constitué la plus grande vague de censure de l'histoire moderne en Allemagne ? De l'histoire moderne, absolument. Nous l'avons tous vécu. Au début, il y avait encore des voix qui avaient aussi une grande portée et qui s'y opposaient. Elles ont fini par disparaître, ou on ne pouvait plus les trouver, ou il fallait vraiment les chercher, parce qu'il y avait justement cette consigne. Et ce qui s'est ajouté à cela, c'est bien sûr aussi une forme d'isolement social, c'est-à-dire que quiconque disait quelque chose de différent devenait un peu suspect, un peu étrange, on disait que c'était un illuminé, etc. Et ce qui joue un rôle ici, c'est quelque chose que nous connaissons, c'est ce qu'on appelle la spirale du silence. En sciences de la communication, c'est un classique, mais c'est un exemple parfait de ce phénomène. Au début, comme pour le coronavirus, au début d'un développement, il n'est pas encore clair quelle est réellement l'opinion et tout est encore ouvert. Et à un moment donné, une minorité ou une élite au pouvoir commence à raconter l'histoire qu'elle souhaite raconter. Et ensuite, il s'agit de savoir si un contre-public ou une opinion opposée se forme.
Et si cette opinion opposée n'apparaît pas ou si elle est délibérément réduite, alors l'espace est, pour ainsi dire, ouvert au récit des leaders d'opinion. Et plus ce récit dure, plus ceux qui ont en réalité une opinion différente ont peur de l'exprimer. Parce qu'ils croient et perçoivent, même si cela n'est pas forcément vrai, qu'ils sont en minorité, et c'est un effet auto-renforçant. Et je peux bien sûr favoriser cet effet au début d'un tel développement si j'interviens de manière contrôlante, régulatrice ou même en censurant. Je trouve vraiment très bien ce que vous venez de dire. On en punit un et de l'autre côté, il attire énormément de gens. J'ai récemment reçu l'ancien vert Boris Balmer comme invité. La vidéo est devenue virale. J'ai été fortement critiqué pour ne pas l'avoir interrogé sur ses propos concernant la détention coercitive et d'autres déclarations, comme la réduction des retraites. Les commentaires montrent que la blessure est profonde chez les gens car c'était quelque chose de très concret. Gaza, l'Ukraine et beaucoup d'autres conflits sont abstraits et intangibles pour eux. Mais ça a clairement touché à la réalité quotidienne de beaucoup de gens. Pourquoi n'y a-t-il pas un homme politique de premier plan qui se présente devant la caméra et dit « Nous nous sommes simplement trompés à l'époque, nous sommes désolés ». On enlèverait énormément de pression et on ferait aussi un pas vers les gens. Il est vrai qu'il faut admettre ses erreurs, même si ce n'est pas facile pour personne. Et personne ne veut non plus s'exposer. Nous savons qu'il est très difficile d'admettre ses erreurs dans la vie privée et encore plus en public. Et au final, cela a été plus ou moins une assez bonne expérience, du moins pour la nomenclatura politique. Donc tout cela a bien fonctionné. Donc des choses que nous n'aurions jamais imaginées possibles auparavant, comme le fait que je n'avais même plus le droit de sortir le soir seul avec mon chien au coin de la rue, ou d'aller avec des enfants sur une aire de jeu ou quoi que ce soit d'autre. Tout cela a été interdit et c'est simplement passé comme ça. Et tout le monde a suivi, a acquiescé, et même si tout le monde trouvait ça nul, etc., malgré tout, tout le monde a suivi le mouvement. Donc même s'il y a maintenant une certaine rancœur, pourquoi quelqu'un de ce courant politique devrait-il l'admettre maintenant et ainsi se délégitimer lui-même pour l'avenir? Si on peut interdire quelque chose une fois, on pourrait le refaire plusieurs fois. On ne sait pas quand on en aura encore besoin. Ce que vous venez de dire est très intéressant. Beaucoup de gens parlent de dictature et de contrôle numérique, préférant faire l'autruche. Donnez-nous un peu d'espoir que le monde ne sera peut-être pas aussi sombre dans les 3, 5 ou 20 prochaines années. Il y a toujours le monde réel. C'est quelque chose que nous aimons. Je ne sais pas si c'est vraiment aimé, mais que nous oublions. Nous parlons ici de données, de plateformes numériques et ainsi de suite, de scoring, d'évaluation et de féodalisme numérique. Bien sûr, cela détermine notre vie, mais la vraie vie, c'est la vie réelle, la vie authentique. Et ce serait aussi ma recommandation, se concentrer à nouveau davantage sur la vie réelle. Donc, parler avec de vraies personnes, échanger les uns avec les autres et ne pas se livrer complètement, plus ou moins, à cet environnement numérique. Dans de nombreux domaines, c'est inévitable, c'est aussi pratique, c'est acceptable, mais je ne sais pas, tout à l'heure, le mot backlash a déjà été mentionné. Donc, à un moment donné, ça devient trop et alors naît aussi un besoin ou un désir d'un mouvement inverse. Nous voyons cela dans de nombreux domaines également. Et dans le monde réel, dans le monde véritable, dans le monde non numérique, personne ne peut nous contrôler ou nous suivre aussi facilement. Bon, il faudrait alors rouvrir le KGB ou la Stasi, où les gens surveillaient vraiment d'autres personnes. Nous n'en arriverons plus à ce point-là non plus. Mais c'est en quelque sorte l'espace de liberté. Le monde réel est l'espace de liberté que nous avons et où nous pouvons plus ou moins échapper à ce contrôle, à cette manipulation ou à cette censure. Cela signifie que nous pouvons créer nos propres espaces de liberté, au sens propre du terme, mais il est évident qu'on ne peut pas non plus se passer totalement du numérique, il faut en être conscient, mais ce serait dans quelque sorte, oui, pas vraiment une utopie positive. Je ne pense pas que ce soit une utopie, car nous, en tant qu'êtres humains,
sommes aussi des êtres sociaux. Et au final, le réel est tout simplement plus séduisant, plus authentique et plus honnête, et nous devrions nous recentrer davantage là-dessus. Et ainsi, nous pouvons aussi satisfaire notre besoin de liberté. Moi, je trouve toujours cela très intéressant que des pionniers de la technologie envoient leurs enfants dans des écoles très simples, que ce soit une école Montessori, une école en forêt ou une école Waldorf, afin qu'ils puissent faire des expériences tactiles dans leur vie et qu'ils soient très peu en contact avec les appareils numériques ou seulement à un stade ultérieur. C'est toujours un excellent indicateur. Il faut sortir, embrasser le monde et ne pas se laisser manipuler constamment par ces appareils numériques. Oui, exactement. Chez les enfants, c'est encore plus flagrant et c'est pour ça que ça a du sens là aussi. On sait aussi que le cerveau, surtout dans les premières années et même jusqu'à la puberté, il est très influençable et malléable. Il y a aussi quelque chose qui continue après l'enfance. Ça s'appelle la neuroplasticité. Cela signifie que notre cerveau s'adapte à ce que nous faisons, à ce à quoi nous sommes confrontés, à ce que nous absorbons et à ce que nous pensons. C'est pour cela qu'on parle de neuroplasticité. Donc le cerveau n'est pas comme ici le doigt qui a poussé une fois et qui ressemble toujours à ça, mais il peut changer. Il peut créer de nouvelles connexions, et cela jusqu'au dernier jour de notre vie. Et bien sûr, ceux qui connaissent la technologie et ses effets, comme nous venons de le dire, en sont évidemment beaucoup plus conscients que quelqu'un qui ne s'y intéresse pas du tout. Et c'est pourquoi on peut évidemment mieux évaluer les avantages, mais aussi voir beaucoup plus clairement les risques. Et c'est ainsi qu'on arrive exactement à ce phénomène où finalement, c'est simplement le bon sens qui dit « D'accord, si cela n'a pas un bon effet sur mes enfants, alors je devrais d'abord les en éloigner. » Et si en quelque sorte ma pensée et mon cerveau sont très influencés par ce que j'y mets, alors je devrais simplement faire attention à ce que j'y mets et trouver un équilibre sain. Et nous le savons, c'est la dose qui fait le poison. Donc un peu ça va, et même à une bonne dose, c'est aussi très avantageux. Même sain, ça peut aussi être stimulant. De nouvelles idées et influences peuvent être bénéfiques, mais si la dose il devient trop élevée, cela peut basculer. Il faut alors être vigilant. Très passionnant, l'Allemagne a été autrefois un pays d'inventeurs et de pionniers. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle se développe en Chine et aux États-Unis. Avons-nous une réelle chance dans cette course? Ou diriez-vous que nous, les Allemands, sommes toujours à la pointe technologique et que nous ne devrions pas nous cacher? Nous avons effectivement une chance, mais pas dans les conditions actuelles. Il faut 2 ou 3 choses qui sont importantes. Je dirais que la première chose, c'est plus de liberté. La deuxième chose, c'est malheureusement probablement une sorte d'expérience catastrophique. Et la troisième, c'est la culture. Qu'est-ce que je veux dire par là? La première chose, la liberté ne signifie pas autant de réglementation, de prescription, de restriction et ainsi de suite. Alors, comment quelque chose peut-il s'épanouir si j'ai des limites partout? La deuxième chose, c'est qu'avec cette expérience de catastrophe, cela ne veut pas dire que tout est en ruine ici, mais quand la situation devient vraiment mauvaise, c'est là que la plupart des gens se réveillent vraiment. C'est malheureusement comme ça. Et pour l'instant, nous allons encore relativement bien et du côté politique, nous faisons aussi beaucoup avec je ne sais combien de centaines de milliards d'euros de dettes pour que rien n'ait à changer. Mais c'est justement cela qui fera que la catastrophe ou le réveil brutal sera d'autant plus fort. Je suis malheureusement convaincu que c'est aussi nécessaire, car sinon quelque chose aurait déjà changé depuis longtemps. Et ce qui est aussi lié à cela, c'est une culture ou un état d'esprit approprié. Nous n'avons actuellement pas de culture de pionnier, nous n'avons actuellement pas de culture de la performance. Nous n'avons actuellement pas de culture du risque dans ce pays parce qu'on nous l'a retirée et qu'on nous l'a désapprise. Nous en revenons à ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Oui, déjà depuis l'époque de Bismarck et encore aujourd'hui, cela continue. Et cette culture du risque, cette culture de l'audace, elle doit revenir.
Mais je ne prends un risque, je ne me lance dans une aventure que lorsqu'il ne me reste plus vraiment d'autre choix. Oh, c'est pourquoi, comme je l'ai dit, cette trilogie, liberté, catastrophe, culture, bien que cela puisse sembler étrange au premier abord. Pensez-vous vraiment que les choses vont empirer dans les prochaines années, devenir encore plus catastrophiques, pour que les gens finissent enfin par se réveiller de leur souffrance et prennent davantage leurs responsabilités en main? Eh bien, nous sommes déjà sur la bonne voie pour y arriver. Jusqu'à présent, on essaie plus ou moins de tout dissimuler d'une manière ou d'une autre, mais peu importe où nous regardons, comme je l'ai dit, il n'y a pas de catastrophe au sens où tout explose soudainement. Mais c'est comme une montagne qui s'effrite petit à petit, et à un moment donné, tout bascule et la maison qui se trouve sur la montagne glisse aussi avec elle. Et nous le voyons dans notre système de retraite qui ne fonctionne plus. Actuellement, cela est financé par des subventions croisées issues des impôts. L'assurance maladie ne fonctionne plus. Les subventions et cotisations doivent être constamment revues à la hausse, ce qui n'est plus viable. Nous examinons notre système éducatif défaillant. Dans tous les classements internationaux et les études comparatives, nous reculons sans cesse. Et même si nous ne comparons pas seulement au niveau international, mais aussi au niveau historique, dans les années 1990, les élèves savaient nettement plus qu'aujourd'hui, et dans les années 1960 encore plus. Donc là aussi, c'est un effondrement permanent ou une catastrophe à petit feu si l'on regarde notre défense. Une mission fondamentale de l'État, une mission fondamentale de la société. La sécurité intérieure, la sécurité extérieure. Cela non plus ne fonctionne plus. Ou alors il y a plus ou moins constamment des défaillances. On peut aussi continuer avec le marché de l'énergie, le système énergétique. Bon, là aussi, on voit que ça ne fonctionne pas. Nous devons constamment acheter de l'électricité nucléaire ou produite à partir du charbon venant d'ailleurs, car notre production est insuffisante. Et en ce sens, cette catastrophe ou cet effondrement est déjà là, de façon sous-jacente. C'est comme danser sur des planches au-dessus d'un trou. Et plus nous dansons, et plus longtemps nous dansons, plus le bois devient mince. Vu d'en haut, les planches s'amincissent progressivement jusqu'à ce qu'un jour, on finisse par passer au travers. Et alors, faut-il quelqu'un comme Elon Musk ou Javi Milei qui arrive avec la hache et réduit tout le système de régulation en Allemagne en ruine? Oui, il faut certainement toujours, ça n'a jamais été autrement, disons, une sorte de figure de cristallisation. Au final, c'est quand même le cas que les gens ou nous finissent par se réveiller et savent aussi que c'est nécessaire. Donald Trump a bien été élu. Il n'est pas simplement tombé là-dedans et est soudainement devenu président, mais les gens ont réalisé, d'accord, il faut maintenant que ça prenne une autre direction. C'est pareil en Argentine. Là aussi, Javier Milei a été élu par une majorité parce que les gens ont compris, d'accord, ça ne peut pas continuer comme ça. En ce sens, ce n'est pas cette seule personne qui apparaît soudainement de nulle part et qui, tel un chevalier blanc, renverse tout, mais les gens ont déjà un bon instinct pour savoir quand les choses ne fonctionnent plus et quand des mesures désagréables sont nécessaires. Et cette volonté finit par apparaître à un moment donné. En Allemagne, elle n'est pas encore là, mais je pense que cela ne va plus tarder très longtemps non plus. Que les gens se réveillent enfin et n'attendent pas le grand sauveur venu de l'extérieur, mais commencent simplement à prendre leur vie en main, mais la plupart hésitent à le faire, parce que cela leur a été désappris pendant l'enfance ou, au plus tard, à l'école. Un peu comme le diable fuit l'eau bénite. Nous déposons notre enfant tôt à l'école en espérant qu'elle le répare d'une certaine manière. J'ai travaillé des années à l'école. Nous attendons la même chose d'un conseiller financier, où nous souscrivons ensuite à une sorte de retraite Riester et nous nous demandons ensuite pourquoi nous tombons dans la pauvreté à la retraite. Prendre sa vie en main, je crois que c'est l'un des plus grands défis, parce que nous sommes confrontés à un système qui, d'un autre côté, ne veut pas que nous devenions responsables de nous-mêmes. C'est vrai. Bon, c'est aussi très intéressant de voir au final de quel côté la balance penche. D'un côté, de plus en plus de personnes font l'expérience que justement tout cela ne fonctionne pas. Et puis, bien sûr, on commence à douter et on se dit, d'accord, je dois le faire moi-même. Pourquoi faire confiance à autrui maintenant?
D'un autre côté, bien sûr, beaucoup de gens profitent du système existant, que ce soit dans le secteur public, l'État ou même les grandes entreprises, ou en fait toutes les entreprises. Il ne faut pas se voiler la face, que ce soit pour les subventions, les assurances ou toute autre forme d'aide ou de paiement de soutien. Tout le monde en profite. Donc cela signifie qu'un réseau s'est déjà formé, du genre je te donne, tu me donnes, et ainsi de suite. Si tout le monde se donne quelque chose, ils doivent bien le prendre à quelqu'un d'autre. La plupart du temps, ils viennent se servir chez nous, mais à un moment donné, la limite de la douleur est aussi atteinte. Il est difficile de prédire précisément quand cela arrivera. Et disons que la tolérance à la souffrance, c'est justement ce dont nous parlions, varie d'une personne à l'autre. Donc certains commencent à douter et à se rebeller plutôt. Ils s'engagent contre cela, ou bien ils disent « faites ce que vous voulez, moi je m'en vais ». C'est aussi un phénomène que nous avons en Allemagne. De plus en plus de gens partent simplement parce qu'ils disent « je ne veux plus jouer à ce jeu ». Environ 30 000 personnes hautement qualifiées quittent le pays chaque année, un nombre important dont personne ne parle. D'un autre côté, nous recevons au moins autant, voire beaucoup plus de personnes sous-qualifiées. Un déséquilibre total est en train de se créer. Et je ne veux pas vraiment répandre une mauvaise ambiance ici, mais en tout cas, pour les 2 ou 3 prochaines années, si on ne réagit pas complètement, ça ne s'annonce vraiment pas très positif. C'est probablement vrai. On a déjà abordé ce sujet en discutant du financement de l'État social. C'est exactement ça le problème. Mais comme je l'ai dit, jusqu'à présent, en fait, ça a toujours été comme ça, et je ne perds pas espoir qu'il faudra alors un revirement douloureux. C'était pareil en République démocratique allemande. Je suis né en République démocratique allemande et j'ai vécu les 10 premières années de ma vie en République démocratique allemande, et j'ai encore vu comment les gens descendaient dans la rue pour ces manifestations du lundi, et pendant 40 ans, personne n'a ouvert sa bouche. Et à un moment donné, les gens ont perdu confiance et ils n'ont plus cru à tout ce qu'on leur racontait. Et puis, ils ont eu le courage de descendre dans la rue, de se faire tabasser ou même d'être arrêtés et ainsi de suite. Mais ils en ont simplement eu assez. Et c'était déjà comme ça auparavant, aussi en Allemagne. On dit souvent que l'Allemagne n'est pas vraiment un pays de liberté. Oui, nous sommes très bien enveloppés par le père État. Je crois que cette expression père-État n'existe qu'en Allemagne. Mais l'Allemagne a déjà réussi pas mal de révolutions. Donc, à partir de 1848, puis 1918, et ensuite aussi après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction en 1989. Donc, quand c'est vraiment trop extrême, même les Allemands, qui sont parfois très lents, finissent par se réveiller. Lénine avait dit un jour qu'on ne pouvait pas faire de révolution avec les Allemands. Si tu veux prendre d'assaut une gare avec eux, ils commencent d'abord par faire la queue et acheter un billet. Mais quand ça devient vraiment trop intense, alors on ne se soucie plus du distributeur de billets non plus. Professeur Moring, je pourrais vous écouter pendant des heures. 3 recommandations d'action très concrètes pour nos téléspectateurs afin d'obtenir de la clarté dans ce monde très chaotique et agité. La première recommandation, c'est sortez dans le monde réel, le vrai monde, et voyez et vivez qu'il existe. Elle a toujours été là et elle sera toujours là, et c'est cela qui rend la vie digne d'être vécue. La deuxième chose, c'est prenez conscience de ce qui est important pour vous pour être satisfait. Il ne s'agit pas d'être constamment heureux, mais plutôt de savoir ce qui est important pour vous afin d'être satisfait. Et poursuivez cela, peu importe ce que les médias, les enseignants, les influenceurs ou les politiciens peuvent vous raconter. C'est votre vie. Et la troisième chose, je dirais que c'est aussi important à savoir, n'oubliez pas certaines vertus. Il existe des vertus typiquement allemandes qui ont été discréditées, parfois même intentionnellement. Mais qu'y a-t-il de si grave à être ponctuel? Qu'y a-t-il de si grave à être ordonné? Qu'y a-t-il de si grave à être fiable?
Qu'y a-t-il de si grave à être ambitieux et à vouloir faire ses preuves? Comme mentionné, ce sont des vertus allemandes, mais d'autres personnes dans différents pays les possèdent également. Mais ce sont justement ces vertus typiquement allemandes, comme la ponctualité, la fiabilité, la droiture, l'ambition, etc. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, au contraire, c'est quelque chose de bien. Et c'est justement aussi quelque chose, bah, et c'est pour cela que je l'ai mentionné, qui donne de la clarté, de l'orientation et aussi de la lucidité. Je peux m'y orienter, mais pour cela, je dois aussi le connaître, le vivre et l'apprécier. Professeur Moring, merci pour ces impulsions puissantes et inspirantes qui ont apporté de la clarté sur l'intelligence artificielle et la situation politique. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, c'est le grand signe que tu attendais. Cliquez simplement sur le lien pour commencer